Le vicomte de Bragelonne, partie 50 du livre audio, chapitre 212. La ruche, les abeilles et le miel. L'évêque de Vannes, fort marri d'avoir rencontré d'Artagnan chez maître Percerin, revint d'assez mauvaise humeur à Saint-Mandé. Molière, au contraire, tout enchanté d'avoir trouvé un si bon croquis à faire et de savoir où retrouver l'original, quand du croquis il voudrait faire un tableau, Molière y rentra de la plus joyeuse humeur. Tout le premier étage, du côté gauche, était occupé par les épicuriens les plus célèbres dans Paris et les plus familiers dans la maison, employés chacun dans son compartiment, comme des abeilles dans leurs alvéoles, à produire un miel destiné au gâteau royal que M. Fouquet comptait servir à Sa Majesté Louis XIV pendant la fête de Vaux. Pélisson, la tête dans sa main, creusait les fondations du prologue des Fâcheux, comédie en 3 actes que devait faire représenter Poquelin de Molière, comme disait D'Artagnan, et Coquelin de Volière, comme disait Porthos. Loret, dans toute la naïveté de son état de gazetier, les gazetiers de tout temps ont été naïfs, Loret composait le récit des fêtes de Vaux avant que ces fêtes eussent eu lieu. La Fontaine vaguait au milieu des uns et des autres, ombre égarée, distraite, gênante, insupportable, qui bourdonnait et susurrait à l'épaule de chacun 1000 inepties poétiques. Il gêna tant de fois Pélisson que celui-ci, relevant la tête avec humeur, « Au moins, La Fontaine, dit-il, cueillez-moi une rime, puisque vous dites que vous vous promenez dans les jardins du Parnasse. »« Quelle rime voulez-vous » demanda le fablier, comme l'appelait madame de Sévigné. « Je veux une rime à lumière. »« Ornière, répondit La Fontaine. « mon cher ami, impossible de parler d'ornière quand on vante les délices de Vaux, dit Loret. D'ailleurs, cela ne rime pas, répondit Pélisson. Comment, cela ne rime pas s'écria La Fontaine, surpris. Oui, vous avez une détestable habitude, mon cher, habitude qui vous empêchera toujours d'être un poète de premier ordre. Vous rimez lâchement. Oh oh, vous trouvez, Pélisson ? Oh oui, mon cher, je trouve. Rappelez-vous qu'une rime n'est jamais bonne tant qu'il s'en peut trouver une meilleure. Alors je n'écrirai plus jamais qu'en prose, dit La Fontaine, qui avait pris au sérieux le reproche de Pélisson. Ah, je m'en étais souvent douté, que je n'étais qu'un maraud de poète. Oui, c'est la vérité pure. Ne dites pas cela, mon cher. Vous devenez trop exclusif, et vous avez du bon dans vos fables. Et pour commencer, continua La Fontaine, poursuivant son idée, je vais brûler une 100aine de vers que je venais de faire. Où sont-ils, vos vers ? Dans ma tête. Eh bien, s'ils sont dans votre tête, vous ne pouvez pas les brûler. C'est vrai, dit La Fontaine, si je ne les brûle pas, cependant. Eh bien, qu'arrivera-t-il si vous ne les brûlez pas ? Il arrivera qu'ils me resteront dans l'esprit, et que je ne les oublierai jamais. Diable, fit Loret, voilà qui est dangereux. On en devient fou. Diable, 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 comment faire ? Répéta La Fontaine. J'ai trouvé un moyen, moi, dit Molière, qui venait d'entrer sur les derniers mots. Lequel ? Écrivez-les d'abord et brûlez-les ensuite. Comme c'est simple. Eh bien, je n'eusse jamais inventé cela. Qu'il a d'esprit, ce diable de Molière, dit La Fontaine. Puis, se frappant le front, « Ah, tu ne seras jamais qu'un âne, Jean de La Fontaine, ajouta-t-il. « Que dites-vous là, mon ami » interrompit Molière en s'approchant du poète, dont il avait entendu l'aparté. « Je dis que je ne serai jamais qu'un âne, mon cher confrère, répondit La Fontaine avec un gros soupir et les yeux tout bouffis de tristesse. Oui, mon ami, continua-t-il avec une tristesse croissante, il paraît que je rime lâchement. C'est un tort. Vous voyez bien, je suis un faquin. Qui a dit cela ? Parbleu, c'est Pélisson. N'est-ce pas, Pélisson ?
Pélisson, replongé dans sa composition, se garda bien de répondre. « Mais si Pélisson a dit que vous étiez un faquin, s'écria Molière, Pélisson vous a gravement offensé. »« Vous croyez ? Ah, mon cher, je vous conseille, puisque vous êtes gentilhomme, de ne pas laisser impunie une pareille injure. » Fit La Fontaine. « Vous êtes-vous jamais battu ? » ?»« Une fois, mon ami, avec un lieutenant de chevau légers. »« Que vous avait-il fait ? » ?»« Il paraît qu'il avait séduit ma femme. »« Ah, ah, dit Molière, pâlissant légèrement. Mais comme, à l'aveu formulé par La Fontaine, les autres s'étaient retournés, Molière garda sur ses lèvres le sourire railleur qui avait failli s'en effacer, et, continuant de faire parler La Fontaine, « Et qu'est-il résulté de ce duel ? » ?»« Il est résulté que, sur le terrain, mon adversaire me désarma, puis me fit des excuses, me promettant de ne plus remettre les pieds à la maison. »« Et vous vous tîntes pour satisfait ? » demanda Molière. « Non pas, au contraire, je ramassai mon épée. »« Pardon, monsieur, lui dis-je, je ne me suis pas battu avec vous parce que vous étiez l'amant de ma femme, mais parce qu'on m'a dit que je devais me battre. Or, comme je n'ai jamais été heureux que depuis ce temps-là, faites-moi le plaisir de continuer d'aller à la maison, comme par le passé. Ou, morbleu, recommençons. » De sorte, continua La Fontaine, qu'il fut forcé de rester l'amant de ma femme et que je continue d'être le plus heureux mari de la terre. Tous éclatèrent de rire. Molière seul passa sa main sur ses yeux. Pourquoi ? Peut-être pour essuyer une larme, peut-être pour étouffer un soupir. Hélas, on le sait, Molière était moraliste, mais Molière n'était pas philosophe. « C'est égal, dit-il, revenant au point de départ de la discussion. Pélisson vous a offensé. »« Ah, c'est vrai, je l'avais déjà oublié, moi. Et je vais l'appeler de votre part. »« Cela se peut faire, si vous le jugez indispensable. »« Je le juge indispensable, et j'y vais. »« Attendez, fit La Fontaine, je veux avoir votre avis. »« Sur quoi ? Sur cette offense ? » ?»« Non. Dites-moi si, réellement, lumière ne rime pas avec ornière. »« Moi, je les ferais rimer. »« Parbleu, je le savais bien. Et j'ai fait 100 000 vers pareils dans ma vie. »« 100 000 !» s'écria La Fontaine. « 4 fois la pucelle que médite Monsieur Chaplin. Est-ce aussi sur ce sujet que vous avez fait 100 000 vers, cher ami ? Mais, écoutez donc, éternel distrait, dit Molière. Il est certain, continua La Fontaine, que légumes, par exemple, riment avec posthume. Au pluriel, surtout. Oui, surtout au pluriel, attendu qu'alors, il rime non plus par 3 lettres, mais par 4. C'est comme ornière avec lumière. Mettez ornière et lumière au pluriel, mon cher Pélisson, dit La Fontaine en allant frapper sur l'épaule de son confrère, dont il avait complètement oublié l'injure. Et cela rimera. Hein ? Fit Pélisson. Dame, Molière le dit, et Molière s'y connaît. Il avoue lui-même avoir fait 100 000 vers. Allons, dit Molière en riant, le voilà parti. C'est comme rivage, qui rime admirablement avec herbage. J'en mettrai ma tête au feu. Mais, fit Molière, je vous dis cela, continua La Fontaine, parce que vous faites un divertissement pour sots, n'est-ce pas ? Oui, les fâcheux. Ah, les fâcheux, c'est cela. Oui, je me souviens. Eh bien, j'avais imaginé qu'un prologue ferait très bien à votre divertissement. Sans doute, cela irait à merveille. Ah, vous êtes de mon avis. J'en suis si bien que je vous avais prié de le faire, ce prologue. Vous m'avez prié de le faire, moi ? Oui, vous. Et même, sur votre refus, je vous ai prié de le demander à Pélisson, qui le fait en ce moment. Ah, c'est donc cela que fait Pélisson ? Ma foi, mon cher Molière, vous pourriez bien avoir raison quelquefois. Quand cela ? Quand vous dites que je suis distrait. C'est un vilain défaut. Je m'en corrigerai et je vais vous faire votre prologue. Mais puisque c'est Pélisson qui le fait.
C'est juste, ah, double brute que je suis. Loret a eu bien raison de dire que j'étais un faquin. Ce n'est pas Loret qui l'a dit, mon ami. Eh bien, celui qui l'a dit, peu importe lequel. Ainsi, votre divertissement s'appelle les fâcheux. Eh bien, est-ce que vous ne feriez pas rimer heureux avec fâcheux? À la rigueur, oui. Et même avec capricieux? Oh non, cette fois, non. Ce serait hasardé, n'est-ce pas? Mais enfin, pourquoi serait-ce hasardé? Parce que la désinence est trop différente. Je supposais, moi, dit La Fontaine en quittant Molière pour aller trouver Loret. Je supposais. Que supposiez-vous? Dit Loret au milieu d'une phrase. Voyons, dites vite. C'est vous qui faites le prologue des fâcheux, n'est-ce pas? Eh non, mordieu, c'est Pélisson. Ah, c'est Pélisson, s'écria La Fontaine, qui alla trouver Pélisson. Je supposais, continua-t-il, que la nymphe de Vaux. Ah, joli, s'écria Loret, la nymphe de Vaux. Merci, La Fontaine, vous venez de me donner les 2 derniers vers de ma gazette. Et l'on vit la nymphe de Vaux donner le prix à leurs travaux. À la bonne heure, voilà qui est rimé, dit Pélisson. Si vous rimiez comme cela, La Fontaine, à la bonne heure. Mais il paraît que je rime comme cela, puisque Loret dit que c'est moi qui lui ai donné les 2 vers qu'il vient de dire. Eh bien, si vous rimez comme cela, voyons, dites, de quelle façon commenceriez-vous mon prologue? Je dirais, par exemple, ô nymphe qui, après qui, je mettrai un verbe à la 2e personne du pluriel du présent de l'indicatif, et je continuerai ainsi cette grotte profonde. Mais le verbe, demanda Pélisson. Pour venir admirer le plus grand roi du monde, continua La Fontaine. Mais le verbe, insista obstinément Pélisson. Cette seconde personne du pluriel du présent de l'indicatif. Eh bien, quitter. Ô nymphe qui quittez cette grotte profonde pour venir admirer le plus grand roi du monde. Vous mettriez qui quittez, vous? Pourquoi pas? Qui? Ah, mon cher, fit La Fontaine, vous êtes horriblement pédant. Sans compter, dit Molière, que, dans le second vers, venir admirer est faible, mon cher La Fontaine. Alors, vous voyez bien que je suis un pleutre, un faquin, comme vous disiez. Je n'ai jamais dit cela. Comme disait Loret, alors. Ce n'est pas Loret non plus, c'est Pélisson. Eh bien, Pélisson avait 100 fois raison. Mais ce qui me fâche surtout, mon cher Molière, c'est que je crois que nous n'aurons pas nos habits d'épicuriens. Vous comptiez sur le vôtre pour la fête? Oui, pour la fête. Et puis, pour après la fête. Ma femme de ménage m'a prévenu que le mien était un peu mûr. Diable, votre femme de ménage a raison. Il est plus que mûr. Ah, voyez-vous, reprit La Fontaine, c'est que je l'ai oublié à terre dans mon cabinet. Et ma chatte, eh bien, votre chatte? Ma chatte a fait ses chats dessus, ce qui l'a un peu fané. Molière éclata de rire. Pélisson et Loret suivirent son exemple. En ce moment, l'évêque de Vannes parut, tenant sous son bras un rouleau de plans et de parchemins. Comme si l'ange de la mort eût glacé toutes les imaginations folles et rieuses, comme si cette figure pâle eût effarouché les grâces auxquelles sacrifiait Xénocrate, le silence s'établit aussitôt dans l'atelier, et chacun reprit son sang-froid et sa plume. Aramis distribua des billets d'invitation aux assistants et leur adressa des remerciements de la part de M. Fouquet. Le surintendant, disait-il, retenu dans son cabinet par le travail, ne pouvait les venir voir, mais les priait de lui envoyer un peu de leur travail du jour pour lui faire oublier la fatigue de son travail de la nuit. À ces mots, on vit tous les fronts s'abaisser. La Fontaine lui-même se mit à une table et fit courir sur le vélin une plume rapide. Pélisson remit au net son prologue, Molière donna 50 vers nouvellement crayonnés
que lui avait inspiré sa visite chez Percerin. Lauret, son article sur les fêtes merveilleuses qu'il prophétisait, et Aramis, chargé de butin comme le roi des abeilles, ce gros bourdon noir aux ornements de pourpre et d'or, rentra dans son appartement, silencieux et affairé. Mais, avant de rentrer, « Songez, dit-il, chers messieurs, que nous partons tous demain au soir. »« En ce cas, il faut que je prévienne chez moi, » dit Molière. « Ah oui, pauvre Molière, fit Lauret en souriant, il aime chez lui. »« Il aime, oui, répliqua Molière avec son doux et triste sourire. Il aime, ce qui ne veut pas dire on l'aime. Moi, dit La Fontaine, on m'aime à Château-Thierry, j'en suis bien sûr. En ce moment, Aramis rentra après une disparition d'un instant. Quelqu'un vient-il avec moi demanda-t-il. Je passe par Paris après avoir entretenu monsieur Fouquet un quart d'heure. J'offre mon carrosse. Bon, à moi, dit Molière. J'accepte, je suis pressé. Moi, je dînerai ici, dit Lauret. Monsieur de Gourville m'a promis des écrevisses. Il m'a promis des écrevisses. Cherchez la rime, La Fontaine. Aramis sortit en riant comme il savait rire. Molière le suivit. Ils étaient au bas de l'escalier lorsque La Fontaine entrebâilla la porte et cria « Moyennant que tu l'écrivisses, il t'a promis des écrevisses. » Les éclats de rire des épicuriens redoublèrent et parvinrent jusqu'aux oreilles de Fouquet au moment où Aramis ouvrait la porte de son cabinet. Quant à Molière, il s'était chargé de commander les chevaux, tandis qu'Aramis allait échanger avec le surintendant les quelques mots qu'il avait à lui dire. « Oh, comme il rit là-haut !» dit Fouquet avec un soupir. « Vous ne riez pas, vous, monseigneur ?»« Je ne ris plus, monsieur d'Herblay. La fête approche. L'argent s'éloigne. Ne vous ai-je pas dit que c'était mon affaire ? Vous m'avez promis des millions. Vous les aurez le lendemain de l'entrée du roi à Vaux. » Fouquet regarda profondément Aramis et passa sa main glacée sur son front humide. Aramis comprit que le surintendant doutait de lui ou sentait son impuissance à avoir de l'argent. Comment Fouquet pouvait-il supposer qu'un pauvre évêque, ex-abbé, ex-mousquetaire, en trouverait ? « Pourquoi douter ?» dit Aramis. Fouquet sourit et secoua la tête. « Homme de peu de foi, » ajouta l'évêque. « Mon cher monsieur d'Herblay, » répondit Fouquet, « si je tombe... »« Eh bien, si vous tombez ?»« Je tomberai du moins de si haut que je me briserai en tombant. » Puis, secouant la tête comme pour échapper à lui-même, « D'où venez-vous, dit-il, cher ami ? » ?»« De Paris. »« De Paris ? Ah ? » ?»« Oui, de chez Percerin. »« Et qu'avez-vous été faire vous-même chez Percerin ? Car je ne suppose pas que vous attachiez une si grande importance aux habits de nos poètes. »« Non, j'ai été commander une surprise. »« Une surprise ? » ?»« Oui, que vous ferez au roi. »« Coûtera-t-elle cher ? » ?»« Oh, 100 pistoles, que vous donnerez à Lebrun. »« Une peinture ? » ?»« Ah, tant mieux. Et que doit représenter cette peinture ? » « Je vous conterai cela. Puis, du même coup, quoi que vous en disiez, j'ai visité les habits de nos poètes. Bah, et ils seront élégants, riches, superbes. Il n'y aura pas beaucoup de grands seigneurs qui en auront de pareils. On verra la différence qu'il y a entre les courtisans de la richesse et ceux de l'amitié. Toujours spirituel et généreux, cher prélat. À votre école. » Fouquet lui serra la main. « Et où allez-vous ? » dit-il. « Je vais à Paris, quand vous m'aurez donné une lettre. »« Une lettre pour qui ? » ?»« Une lettre pour monsieur de Lyonne. »« Et que lui voulez-vous, à Lyonne ? » ?»« Je veux lui faire signer une lettre de cachet. »« Une lettre de cachet ? Vous voulez faire mettre quelqu'un à la Bastille ? » ?»« Non, au contraire, j'en veux faire sortir quelqu'un. »« Ah, et qui cela ? » ?»« Un pauvre diable, un jeune homme, un enfant, qui est embastillé.
Voilà tantôt 10 ans, pour 2 vers latins qu'il a fait contre les jésuites. Pour 2 vers latins? Et pour 2 vers latins, il est en prison depuis 10 ans, le malheureux? Oui. Et il n'a pas commis d'autres crimes? À part ces 2 vers, il est innocent comme vous et moi. Votre parole? Sur l'honneur. Et il se nomme Seldon. Ah, c'est trop fort, par exemple. Et vous saviez cela? Et vous ne me l'avez pas dit? Ce n'est qu'hier que sa mère s'est adressée à moi, monseigneur. Et cette femme est pauvre, dans la misère la plus profonde. Mon Dieu, dit Fouquet, vous permettez parfois de telles injustices que je comprends qu'il y ait des malheureux qui doutent de vous. Tenez, monsieur d'Herblay. Et Fouquet, prenant une plume, écrivit rapidement quelques lignes à son collègue Lyon. Aramis prit la lettre et s'apprêta à sortir. « Attendez, dit Fouquet. Il ouvrit son tiroir et lui remit 10 billets de caisse qui s'y trouvaient. Chaque billet était de 1000 livres. « Tenez, dit-il, faites sortir le fils et remettez ceci à la mère. Mais surtout, ne lui dites pas, quoi, monseigneur, qu'elle est de 10 000 livres plus riche que moi. Elle dirait que je suis un triste surintendant. Allez, et j'espère que Dieu bénira ceux qui pensent à ces pauvres. » « C'est ce que j'espère aussi, » répliqua Aramis en baisant la main de Fouquet. Et il sortit rapidement, emportant la lettre pour Lyon, les bons de caisse pour la mère de Seldon, et emmenant Molière, qui commençait à s'impatienter. Chapitre 213. Encore un souper à la Bastille. 7 heures du soir sonnaient au grand cadran de la Bastille, à ce fameux cadran qui, pareil à tous les accessoires de la prison d'État, dont l'usage est une torture, rappelait aux prisonniers la destination de chacune des heures de leur supplice. Le cadran de la Bastille, orné de figures comme la plupart des horloges de ce temps, représentait Saint-Pierre au Lion. C'était l'heure du souper des pauvres captifs. Les portes, grondant sur leurs énormes gonds, ouvraient passage aux plateaux et aux paniers chargés de mets, dont la délicatesse, comme M. Besmeau nous l'a appris lui-même, s'appropriait à la condition du détenu. Nous savons là-dessus les théories de M. Besmeau, souverain dispensateur des délices gastronomiques, cuisinier en chef de la forteresse royale, dont les paniers pleins montaient les raides escaliers, portant quelques consolations aux prisonniers dans le fond des bouteilles honnêtement remplies. Cette même heure était celle du souper de monsieur le gouverneur. Il avait un convive ce jour-là, et la broche tournait plus lourde que d'habitude. Les perdreaux rôtis, flanqués de caille et flanquant un levreau piqué, les poules dans le bouillon, le jambon frit et arrosé de vin blanc, les cardons de Guipus coa et la bisque d'écrevisse, voilà, outre les soupes et les hors-d'œuvre, quel était le menu de monsieur le gouverneur. Besmeau, attablé, se frottait les mains en regardant monsieur l'évêque de Vannes, qui, botté comme un cavalier, habillé de gris, l'épée au flanc, ne cessait de parler de sa faim et témoignait la plus vive impatience. Monsieur Besmeau de Montlezun n'était pas accoutumé aux familiarités de sa grandeur monseigneur de Vannes, et ce soir-là, Aramis, devenu Guilleret, faisait confidence sur confidence. Le prélat était redevenu tant soit peu mousquetaire. L'évêque frisait la gaillardise. Quant à M. Besmeau, avec cette facilité des gens vulgaires, il se livrait tout entier sur ce quart d'abandon de son convive. « Monsieur, dit-il, car, en vérité, ce soir, je n'ose vous appeler monseigneur. »« Non pas, dit Aramis, appelez-moi monsieur. J'ai des bottes. »« Eh bien, monsieur, savez-vous qui vous me rappelez ce soir ?»« Non, ma foi, dit Aramis en se versant à boire. Mais j'espère que je vous rappelle un bon convive. »« Vous m'en rappelez deux. »« Monsieur François, mon ami, fermez cette fenêtre. Le vent pourrait incommoder sa grandeur. »« Et qu'il sorte, ajouta Aramis. Le souper est complètement servi, nous le mangerons bien sans laquais. J'aime fort, quand je suis en petit comité,
Quand je suis avec un ami, Besmo s'inclina respectueusement. J'aime fort, continua Aramis, à me servir moi-même. François, sortez, cria Besmo. Je disais donc que votre grandeur me rappelle 2 personnes. L'une bien illustre, c'est feu monsieur le cardinal, le grand cardinal, celui de La Rochelle, celui qui avait des bottes comme vous. Est-ce vrai? Oui, ma foi, dit Aramis. Et l'autre? L'autre, c'est un certain mousquetaire, très joli, très brave, très hardi, très heureux, qui, d'abbé, se fit mousquetaire, et de mousquetaire, abbé. Aramis daigna sourire. D'abbé, continua Besmo, enhardi par le sourire de sa grandeur, d'abbé évêque et d'évêque. Ah, arrêtons-nous, par grâce, fit Aramis. Je vous dis, monsieur, que vous me faites l'effet d'un cardinal. Cessons, mon cher monsieur Besmo. Vous l'avez dit, j'ai les bottes d'un cavalier, mais je ne veux pas, même ce soir, me brouiller, malgré cela, avec l'Église. Vous avez des intentions mauvaises. Cependant, monseigneur, oh, je l'avoue, mauvaise comme tout ce qui est mondain. Vous courez la ville, les ruelles, en masque. Comme vous dites, en masque. Et vous jouez toujours de l'épée. Je crois que oui, mais seulement quand on m'y force. Faites-moi donc le plaisir d'appeler François. Vous avez du vin, là. Ce n'est pas pour du vin, c'est parce qu'il fait chaud ici, et que la fenêtre est close. Je ferme les fenêtres en soupant pour ne pas entendre les rondes ou les arrivées des courriers. Ah oui, on les entend quand la fenêtre est ouverte. Trop bien, et cela dérange, vous comprenez. Cependant, on étouffe. François entra. Ouvrez, je vous prie, maître François, dit Aramis. Vous permettez, cher monsieur Besmo. Monseigneur est ici chez lui, répondit le gouverneur. La fenêtre fut ouverte. Savez-vous, dit monsieur Besmo, que vous allez vous trouver bien esselé, maintenant que monsieur de la Fère a regagné ses pénates de Blois. C'est un bien ancien ami, n'est-ce pas? Vous le savez comme moi, Besmo, puisque vous avez été aux mousquetaires avec nous. Bah, avec mes amis, je ne compte ni les bouteilles, ni les années. Et vous avez raison. Mais je fais plus qu'aimer monsieur de la Fère, cher monsieur Besmo. Je le vénère. Eh bien, moi, c'est singulier, dit le gouverneur. Je lui préfère monsieur d'Artagnan. Voilà un homme qui boit bien et longtemps. Ces gens-là laissent voir leurs pensées, au moins. Besmo, enivrez-moi ce soir. Faisons la débauche comme autrefois. Et, si j'ai une peine au fond du cœur, je vous promets que vous la verrez comme vous verriez un diamant au fond de votre verre. Bravo, dit Besmo. Et il se versa un grand coup de vin, et l'avala en frémissant de joie d'être pour quelque chose dans un péché capital d'archevêque. Tandis qu'il buvait, il ne voyait pas avec quelle attention Aramis observait les bruits de la grande cour. Un courrier entra vers 8 heures, à la 5e bouteille apportée par François sur la table, et, quoique ce courrier fît grand bruit, Besmo n'entendit rien. « Le diable l'emporte !» fit Aramis. « Quoi donc ? Qui donc ? demanda Besmo. « J'espère que ce n'est pas le vin que vous buvez, ni celui qui vous le fait boire. » « Non, c'est un cheval qui fait, à lui seul, autant de bruit dans la cour que pourrait en faire un escadron tout entier. »« Bon, quelques courriers, » répliqua le gouverneur en redoublant force rasade. « Oui, le diable l'emporte, et si vite que nous n'en entendions plus parler. »« Hourra, hourra !»« Vous m'oubliez, Besmo, mon verre est vide, » dit Aramis en montrant un cristal éblouissant. « D'honneur, vous m'enchantez. François, du vin !» François entra. « Du vin, Marot, et du meilleur. »« Oui, monsieur, mais c'est un courrier. »« Au diable, ai-je dit. Monsieur, cependant, qu'il laisse au greffe. Nous verrons demain. Demain, il sera temps. Demain, il fera jour.
dit Besmo en chantonnant ces 2 dernières phrases. Ah, monsieur, grommela le soldat François, bien malgré lui. Monsieur, prenez garde, dit Aramis, prenez garde. À quoi, cher monsieur d'Herblay, dit Besmo à moitié ivre. La lettre par courrier qui arrive au gouverneur de citadelle, c'est quelquefois un ordre. Presque toujours. Les ordres ne viennent-ils pas des ministres ? Oui, sans doute, mais et ces ministres ne font-ils pas que contresigner le sein du roi ? Vous avez peut-être raison. Cependant, c'est bien ennuyeux quand on est en face d'une bonne table en tête-à-tête avec un ami. Ah, pardon, monsieur, j'oublie que c'est moi qui vous donne à souper et que je parle à un futur cardinal. Laissons tout cela, cher Besmo, et revenons à votre soldat, à François. Eh bien, qu'a-t-il fait, François ? Il a murmuré. Il a eu tort. Cependant, il a murmuré, vous comprenez, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce pourrait bien être pas François qui aurait tort de murmurer, mais vous qui auriez tort de ne pas l'entendre. Tort ? Moi, avoir tort devant François ? Cela me paraît dur. Un tort d'irrégularité. Pardon, mais j'ai cru devoir vous faire une observation que je juge importante. Oh, vous avez raison, peut-être, bégaya Besmo. Ordre du roi, c'est sacré. Mais les ordres qui viennent quand on soupe, je le répète, que le diable... Si vous eussiez fait cela au grand cardinal, hein, mon cher Besmo, et que cet ordre eût eu quelque importance. Je le fais pour ne pas déranger un évêque. Ne suis-je pas excusable, morbleu ? N'oubliez pas, Besmo, que j'ai porté la casaque, et j'ai l'habitude de voir partout des consignes. Vous voulez donc ? Je veux que vous fassiez votre devoir, mon ami. Oui, je vous en prie, au moins devant ce soldat. C'est mathématique, fit Besmo. François attendait toujours. Qu'on me montre cet ordre du roi, dit Besmo en se redressant. Et il ajouta tout bas, savez-vous ce que c'est ? Je vais vous le dire. Quelque chose d'intéressant comme ceci. Prenez garde au feu dans les environs de la poudrière, ou bien veillez sur un tel qui est un adroit fuyard. Ah, si vous saviez, monseigneur, combien de fois j'ai été réveillé en sursaut au plus doux, au plus profond de mon sommeil, par des ordonnances arrivant au galop pour me dire, ou plutôt pour m'apporter, un pli contenant ces mots « Monsieur Besmo, qu'y a-t-il de nouveau ?» On voit bien que ceux qui perdent leur temps à écrire de pareils ordres n'ont jamais couché à la Bastille. Ils connaîtraient mieux l'épaisseur de mes murailles, la vigilance de mes officiers, la multiplicité de mes rondes. Enfin, que voulez-vous, monseigneur ? Leur métier est d'écrire pour me tourmenter lorsque je suis tranquille, pour me troubler quand je suis heureux, ajouta Besmo en s'inclinant devant Aramis. Laissons-les donc faire leur métier. Et faites le vôtre, ajouta en souriant l'évêque, dont le regard, soutenu, commandait malgré cette caresse. François entra. Besmo prit de ses mains l'ordre envoyé du ministère. Il le décacheta lentement et le lut de même. Aramis feignit de boire pour observer son hôte au travers du cristal. Puis, Besmo, ayant lu, « Que disais-je tout à l'heure ?» fit-il. « Quoi donc ?» demanda l'évêque. « Un ordre d'élargissement. Je vous demande un peu. La belle nouvelle pour nous déranger. » Belle nouvelle pour celui qu'elle concerne. Vous en conviendrez, au moins, mon cher gouverneur. Et à 8 heures du soir. C'est de la charité. De la charité, je le veux bien, mais elle est pour ce drôle-là qui s'ennuie, et non pas pour moi qui m'amuse, dit Besmo, exaspéré. Est-ce une perte que vous faites, et le prisonnier qui vous est enlevé était-il au grand contrôle ? Eh bien, oui, un pleutre, un rat à 5 francs. Faites voir, demanda M. d'Herblay. Est-ce indiscret ? Non pas, lisez. Il y a pressé sur la feuille. Vous avez vu, n'est-ce pas ? C'est admirable. Pressé ? Un homme qui est ici depuis 10 ans. On est pressé de le mettre dehors aujourd'hui, ce soir même, à 8 heures. Et Besmo,
haussant les épaules avec un air de superbe dédain, jeta l'ordre sur la table et se remit à manger. « Ils ont de ces mouvements-là, dit-il, la bouche pleine. Ils prennent un homme un beau jour, ils le nourrissent pendant 10 ans et vous écrivent « Veillez bien sur le drôle » ou bien « Tenez-le rigoureusement ». Et puis, quand on s'est accoutumé à regarder le détenu comme un homme dangereux, tout à coup, sans cause, sans précédent, ils vous écrivent « Mettez en liberté » et ils ajoutent à leur missive « Pressez ». Vous avouerez, monseigneur, que c'est à faire lever les épaules. « Que voulez-vous ? On crie comme cela, dit Aramis, et on exécute l'ordre. Bon, l'on exécute. Oh, patience, il ne faudrait pas vous figurer que je suis un esclave. Mon Dieu, très cher monsieur Baisemeaux, qui vous dit cela ? On connaît votre indépendance. Dieu merci. Mais on connaît aussi votre bon cœur. Ah, parlons-en. Et votre obéissance à vos supérieurs. Quand on a été soldat, voyez-vous, Baisemeaux, c'est pour la vie. Aussi, obéirai-je strictement, et demain matin, au point du jour, le détenu désigné sera élargi. Demain, au jour. Pourquoi pas ce soir, puisque la lettre de cachet porte sur la suscription et à l'intérieur « pressé ». Parce que ce soir nous soupons, et que nous sommes pressés, nous aussi. Cher Baisemeaux, tout beauté que je suis, je me sens prêtre, et la charité m'est un devoir plus impérieux que la faim et la soif. Ce malheureux a souffert assez longtemps, puisque vous venez de me dire que, depuis 10 ans, il est votre pensionnaire. Abrégez-lui la souffrance. Une bonne minute l'attend, donnez-la lui bien vite. Dieu vous la rendra dans son paradis en année de félicité. Vous le voulez ? Je vous en prie. Comme cela, tout au travers du repas ? Je vous en supplie. Cette action vaudra 10 bénédicités. Qu'il soit fait comme vous le désirez. Seulement, nous mangerons froid. Oh, qu'à cela ne tienne. Baisemeaux se pencha en arrière pour sonner François et, par un mouvement tout naturel, il se retourna vers la porte. L'ordre était resté sur la table. Aramis profita du moment où Baisemeaux ne regardait pas pour échanger ce papier contre un autre, plié de la même façon, et qu'il tira de sa poche. « François, dit le gouverneur, que l'on fasse monter ici monsieur le major avec les guichetiers de la Bertaudière. » François sortit en s'inclinant, et les 2 convives se retrouvèrent seuls. Chapitre 214. Le général de l'ordre. Il se fit, entre les 2 convives, un instant de silence pendant lequel Aramis ne perdit pas de vue le gouverneur. Celui-ci ne semblait qu'à moitié résolu à se déranger ainsi au milieu de son souper, et il était évident qu'il cherchait une raison quelconque, bonne ou mauvaise, pour retarder au moins jusqu'après le dessert. Cette raison, il parut tout à coup l'avoir trouvée. « Eh mais, s'écria-t-il, c'est impossible. »« Comment, impossible ?» dit Aramis. « Voyons un peu, cher ami, ce qui est impossible. »« Il est impossible de mettre le prisonnier en liberté à une pareille heure. Où ira-t-il, lui qui ne connaît pas Paris ? Il ira où il pourra. Vous voyez bien, autant vaudrait délivrer un aveugle. J'ai un carrosse, je le conduirai là où il voudra que je le mène. Vous avez réponse à tout. François, qu'on dise à monsieur le major d'aller ouvrir la prison de monsieur Seldon, numéro 3, Bertaudière. Seldon ? Fit Aramis très simplement. Vous avez dit Seldon, je crois. J'ai dit Seldon, c'est le nom de celui qu'on élargit. Oh, vous voulez dire Marchiali, dit Aramis. Marchiali ? Ah bien, oui. Non, Seldon. Je pense que vous faites erreur, monsieur Baisemeaux. J'ai lu l'ordre. Moi aussi. Et j'ai vu Seldon en lettres grosses comme cela. Et monsieur de Baisemeaux montrait son doigt. Moi, j'ai lu Marchiali en caractères gros comme ceci. Et Aramis montrait les 2 doigts.
Au fait, éclaircissons le cas, dit Besmo, sûr de lui. Le papier est là, et il suffira de le lire. Je lis, Marchiali, reprit Aramis en déployant le papier. Tenez. Besmo regarda, et ses bras fléchirent. Oui, oui, dit-il atterré. Oui, Marchiali. Et il y a bien écrit Marchiali. C'est bien vrai. Ah. Comment? L'homme dont nous parlons tant? L'homme que chaque jour l'on me recommande tant? Il y a Marchiali, répéta encore l'inflexible Aramis. Il faut l'avouer, monseigneur, mais je n'y comprends absolument rien. On en croit ses yeux, cependant. Ma foi, dire qu'il y a bien Marchiali, et d'une bonne écriture encore. C'est phénoménal. Je vois encore cet ordre et le nom de Seldon, irlandais. Je le vois. Ah, et même, je me le rappelle, sous ce nom, il y avait un pâté d'encre. Non, il n'y a pas d'encre. Non, il n'y a pas de pâté. Oh, par exemple, si fait, à telle enseigne que j'ai frotté la poudre qu'il y avait sur le pâté. Enfin, quoi qu'il en soit, cher monsieur de Besmo, dit Aramis, et quoi que vous ayez vu, l'ordre est signé de délivrer Marchiali avec ou sans pâté. L'ordre est signé de délivrer Marchiali, répéta machinalement Besmo, qui essayait de reprendre possession de ses esprits. Et vous allez délivrer ce prisonnier. Si le cœur vous dit de délivrer aussi Seldon, je vous déclare que je ne m'y opposerai pas le moins du monde. Aramis ponctua cette phrase par un sourire dont l'ironie acheva de dégriser Besmo et lui donna du courage. « Monseigneur, dit-il, ce Marchiali est bien le même prisonnier que, l'autre jour, un prêtre, confesseur de notre ordre, est venu visiter si impérieusement et si secrètement. »« Je ne sais pas cela, monsieur, répliqua l'évêque. Il n'y a pas cependant si longtemps, cher monsieur d'Herblay. C'est vrai, mais chez nous, monsieur, il est bon que l'homme d'aujourd'hui ne sache plus ce qu'a fait l'homme d'hier. En tout cas, fit Besmo, la visite du confesseur jésuite aura porté bonheur à cet homme. Aramis ne répliqua pas et se remit à manger et à boire. Besmo, lui, ne touchant plus à rien de ce qui était sur la table, reprit encore une fois l'ordre et l'examina en tous sens. Cette inquisition, dans des circonstances ordinaires, eût fait monter le pourpre aux oreilles du mal patient Aramis. Mais l'évêque de Vannes ne se courrouçait point pour si peu, surtout quand il s'était dit tout bas qu'il serait dangereux de se courroucer. « Allez-vous délivrer Marchiali ?» dit-il. « Oh, que voilà du xérès fondu et parfumé, mon cher gouverneur. »« Monseigneur, répondit Besmo, je délivrerai le prisonnier Marchiali quand j'aurai rappelé le courrier qui apportait l'ordre, et surtout lorsqu'en l'interrogeant, je me serai assuré. Les ordres sont cachetés et le contenu est ignoré du courrier. De quoi vous assurerez-vous donc, je vous prie ? Soit, monseigneur, mais j'enverrai au ministère, et là, monsieur de Lyonne retirera l'ordre ou l'approuvera. À quoi bon tout cela ? Fit Aramis froidement. À quoi bon ? Oui, je demande à quoi cela sert. Cela sert à ne jamais se tromper, monseigneur, à ne jamais manquer au respect que tout subalterne doit à ses supérieurs, à ne jamais enfreindre les devoirs du service qu'on a consenti à prendre. Fort bien, vous venez de parler si éloquemment que je vous ai admiré. C'est vrai, un subalterne doit respect à ses supérieurs. Il est coupable quand il se trompe, et il serait puni s'il enfreignait les devoirs ou les lois de son service. Besmo regarda l'évêque avec étonnement. « Il en résulte, poursuivit Aramis, que vous allez consulter pour vous mettre en repos avec votre conscience ? Oui, monseigneur. Et que, si un supérieur vous ordonne, vous obéirez ? Vous n'en doutez pas, monseigneur. Vous connaissez bien la signature du roi, monsieur de Besmo ? Oui, monseigneur.
n'est-elle pas sur cet ordre de mise en liberté ? C'est vrai, mais elle peut être fausse, n'est-ce pas ? Cela s'est vu, monseigneur. Vous avez raison. Et celle de monsieur de Lyonne ? Je la vois bien sur l'ordre, mais de même qu'on peut contrefaire le sein du roi, l'on peut, à plus forte raison, contrefaire celui de monsieur de Lyonne. Vous marchez dans la logique à pas de géant, monsieur de Baisemeaux, dit Aramis, et votre argumentation est invincible. Mais vous vous fondez, pour croire ces signatures fausses, particulièrement sur quelle cause ? Sur celle-ci, l'absence des signataires. Rien ne contrôle la signature de Sa Majesté, et monsieur de Lyonne n'est pas là pour me dire qu'il a signé. Eh bien, monsieur de Baisemeaux, fit Aramis en attachant sur le gouverneur son regard d'aigle, j'adopte si franchement vos doutes et votre façon de les éclaircir que je vais prendre une plume si vous me la donnez. Baisemeaux donna une plume. Une feuille blanche quelconque, ajouta Aramis. Baisemeaux donna le papier. Et que je vais écrire, moi aussi, moi présent, moi incontestable, n'est-ce pas ? Un ordre auquel, j'en suis certain, vous donnerez créance, si incrédule que vous soyez. Baisemeaux pâlit devant cette glaciale assurance. Il lui sembla que cette voix d'Aramis, si souriant et si gai naguère, était devenue funèbre et sinistre, que la cire des flambeaux se changeait en cierge de chapelle sépulcrale et que le vin des verres se transformait en calice de sang. Aramis prit la plume et écrivit. Baisemeaux, terrifié, lisait derrière son épaule. A.M.D.G. écrivit l'évêque, et il souscrivit une croix au-dessous de ces 4 lettres qui signifient Ad Majorem Dei Gloriam. Puis il continua. Il nous plaît que l'ordre apporté à monsieur de Baisemeaux de Montlezun, gouverneur pour le roi du château de la Bastille, soit réputé par lui bon et valable, et mis sur-le-champ à exécution. Signé d'Herblay, général de l'ordre par la grâce de Dieu. Baisemeaux fut frappé si profondément que ses traits demeurèrent contractés, ses lèvres béantes, ses yeux fixes. Il ne remua pas, il n'articula pas un son. On n'entendait dans la vaste salle que le bourdonnement d'une petite mouche qui voltait autour des flambeaux. Aramis, sans même daigner regarder l'homme qu'il réduisait à un si misérable état, tira de sa poche un petit étui qui renfermait de la cire noire. Il cacheta sa lettre, y apposa un seau suspendu à sa poitrine derrière son pourpoint, et, quand l'opération fut terminée, il présenta, silencieusement toujours, la missive à monsieur de Baisemeaux. Celui-ci, dont les mains tremblaient à faire pitié, promena un regard terne et fou sur le cachet. Une dernière lueur d'émotion se manifesta sur ses traits, et il tomba comme foudroyé sur une chaise. « Allons, allons, » dit Aramis après un long silence pendant lequel le gouverneur de la Bastille avait repris peu à peu ses sens. « Ne me faites pas croire, cher Baisemeaux, que la présence du général de l'ordre est terrible comme celle de Dieu et qu'on meurt de l'avoir vue. Du courage. Levez-vous, donnez-moi votre main et obéissez. » Baisemeaux, rassuré, sinon satisfait, obéit, baisa la main d'Aramis et se leva. « Tout de suite, murmura-t-il. « Oh, pas d'exagération, mon hôte. Reprenez votre place et faisons honneur à ce beau dessert. »« Monseigneur, je ne me relèverai pas d'un tel coup, moi qui ai ri, plaisanté avec vous, moi qui ai osé vous traiter sur un pied d'égalité. »« Tais-toi, mon vieux camarade, » répliqua l'évêque, qui sentit combien la corde était tendue et combien il eût été dangereux de la rompre. « Tais-toi. Vivons chacun de notre vie. À toi, ma protection et mon amitié. À moi, ton obéissance. Ces 2 tributs exactement payés, restons en joie. » Baisemeaux réfléchit. Il aperçut d'un coup d'œil les conséquences de cette extorsion d'un prisonnier à l'aide d'un faux ordre,
et mettant en parallèle la garantie que lui offrait l'ordre officiel du général, il ne la sentit pas de poids. Aramis le devina. « Mon cher Baisemeaux, dit-il, vous êtes un niais. Perdez donc l'habitude de réfléchir quand je me donne la peine de penser pour vous. » Et sur un nouveau geste qu'il fit, Baisemeaux s'inclina encore. « Comment vais-je m'y prendre ?» dit-il. « Comment faites-vous pour délivrer un prisonnier ?»« J'ai le règlement. »« Eh bien, suivez le règlement, mon cher. » Je vais avec mon major à la chambre du prisonnier et je l'emmène quand c'est un personnage d'importance. « Mais ce Marchiali n'est pas un personnage d'importance, » dit négligemment Aramis. « Je ne sais, » répliqua le gouverneur. Comme il eût dit, c'est à vous de me l'apprendre. Alors, si vous ne le savez pas, c'est que j'ai raison. Agissez donc envers ce Marchiali comme vous agissez envers les petits. Bien, le règlement l'indique. Ah, le règlement porte que le guichetier ou l'un des bas officiers amènera le prisonnier au gouverneur dans le greffe. Eh bien, mais c'est fort sage, cela. Et ensuite, on rend à ce prisonnier les objets de valeur qu'il portait sur lui lors de son incarcération, les habits, les papiers, si l'ordre du ministre n'en a disposé autrement. Que dit l'ordre du ministre à propos de ce Marchiali ? Rien, car le malheureux est arrivé ici sans joyaux, sans papiers, presque sans habits. Voyez comme tout cela est simple. En vérité, Baisemeaux, vous vous faites des monstres de toutes choses. Restez donc ici, et faites amener le prisonnier au gouvernement. Baisemeaux obéit. Il appela son lieutenant et lui donna une consigne que celui-ci transmit sans s'émouvoir à qui de droit. Une demi-heure après, on entendit une porte se refermer dans la cour. C'était la porte du donjon qui venait de rendre sa proie à l'air libre. Aramis souffla toutes les bougies qui éclairaient la chambre. Il n'en laissa brûler qu'une, derrière la porte. Cette lueur tremblotante ne permettait pas au regard de se fixer sur les objets. Elle en décuplait les aspects et les nuances par son incertitude et sa mobilité. Les pas se rapprochèrent. « Allez au-devant de vos hommes, » dit Aramis à Baisemeaux. Le gouverneur obéit. Le sergent et les guichetiers disparurent. Baisemeaux rentra, suivi d'un prisonnier. Aramis s'était placé dans l'ombre. Il voyait sans être vu. Baisemeaux, d'une voix émue, fit connaître à ce jeune homme l'ordre qui le rendait libre. Le prisonnier écouta sans faire un geste, ni prononcer un mot. « Vous jurerez, c'est le règlement qui le veut, » ajouta le gouverneur, « de ne jamais rien révéler de ce que vous avez vu ou entendu dans la Bastille ?» Le prisonnier aperçut un Christ. Il étendit la main et jura des lèvres. « À présent, monsieur, vous êtes libre. Où comptez-vous aller ?» Le prisonnier tourna la tête, comme pour chercher derrière lui une protection sur laquelle il avait dû compter. C'est alors qu'Aramis sortit de l'ombre. « Me voici, dit-il, pour rendre à monsieur le service qui lui plaira de me demander. » Le prisonnier rougit légèrement et, sans hésitation, vint passer son bras sous celui d'Aramis. « Dieu vous ait en sa sainte garde, » dit-il d'une voix qui, par sa fermeté, fit tressaillir le gouverneur, autant que la formule l'avait étonné. Aramis, en serrant les mains de Baisemeaux, lui dit « Mon ordre vous gêne-t-il ? Craignez-vous qu'on ne le trouve chez vous si l'on venait à y fouiller ? » « Je désire le garder, monseigneur, » dit Baisemeaux. « Si on le trouvait chez moi, ce serait un signe certain que je serais perdu, et, en ce cas, vous seriez pour moi un puissant et dernier auxiliaire. »« Étant votre complice, voulez-vous dire, » répondit Aramis en haussant les épaules. « Adieu, Baisemeaux, dit-il. » Les chevaux attendaient, ébranlant le carrosse dans leur impatience. Baisemeaux conduisit l'évêque jusqu'au bas du perron. Aramis fit monter son compagnon avant lui dans le carrosse, y monta ensuite et, sans donner d'autre ordre au cocher,
Allez, dit-il. La voiture roula bruyamment sur le pavé des cours. Un officier, portant un flambeau, devançait les chevaux et donnait à chaque corps de garde l'ordre de laisser passer. Pendant le temps que l'on mit à ouvrir toutes les barrières, Aramis ne respira point, et l'on eût pu entendre son cœur battre contre les parois de sa poitrine. Le prisonnier, plongé dans un angle du carrosse, ne donnait pas non plus signe d'existence. Enfin, un soubresaut, plus fort que les autres, annonça que le dernier ruisseau était franchi. Derrière le carrosse se referma la dernière porte, celle de la rue Saint-Antoine. Plus de murs à droite ni à gauche, le ciel partout, la liberté partout, la vie partout. Les chevaux, tenus en bride par une main vigoureuse, allèrent doucement jusqu'au milieu du faubourg. Là, ils prirent le trot. Peu à peu, soit qu'ils s'échauffassent, soit qu'on les poussât, ils gagnèrent en rapidité. Et, une fois à Bercy, le carrosse semblait voler, tant l'ardeur des coursiers était grande. Ces chevaux coururent ainsi jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, où le relais était préparé. Alors, 4 chevaux, au lieu de 2, entraînèrent la voiture dans la direction de Melun et s'arrêtèrent un moment au milieu de la forêt de Sénart. L'ordre, sans doute, avait été donné d'avance au postillon, car Aramis n'eut pas même besoin de faire un signe. « Qu'y a-t-il » demanda le prisonnier, comme s'il sortait d'un long rêve. « Il y a, monseigneur, dit Aramis, qu'avant d'aller plus loin, nous avons besoin de causer, votre Altesse royale et moi. »« J'attendrai l'occasion, monsieur, » répondit le jeune prince. « Elle ne saurait être meilleure, monseigneur. Nous voici au milieu du bois, nul ne peut nous entendre. » « Et le postillon ? Le postillon de ce relais est sourd et muet. »« Monseigneur. »« Je suis à vous, monsieur d'Herblay. Vous plaît-il de rester dans cette voiture ? Oui, nous sommes bien assis, et j'aime cette voiture. C'est celle qui m'a rendu à la liberté. Attendez, monseigneur, encore une précaution à prendre. Laquelle ? Nous sommes ici sur le grand chemin. Il peut passer des cavaliers ou des carrosses voyageant comme nous, et qui, à nous voir arrêtés, nous croiraient dans un embarras. Évitons des offres de service qui nous gêneraient. Ordonnez au postillon de cacher le carrosse dans une allée latérale. C'est précisément ce que je voulais faire, monseigneur. Aramis fit un signe au muet qu'il toucha. Celui-ci mit pied à terre, prit les 2 premiers chevaux par la bride et les entraîna dans les bruyères veloutées sur l'herbe moussue d'une allée sinueuse, au fond de laquelle, par cette nuit sans lune, les nuages formatent un rideau plus noir que des taches d'encre. Cela fait, l'homme se coucha sur un talus, près de ses chevaux, qui arrachaient de droite et de gauche les jeunes pousses de la glandée. « Je vous écoute, » dit le jeune prince à Aramis. « Mais que faites-vous là ? » ?»« Je désarme des pistolets dont nous n'avons plus besoin, monseigneur. » Chapitre 215. Le tentateur. « Mon prince, » dit Aramis en se tournant, dans le carrosse, du côté de son compagnon, « si faible créature que je sois, si médiocre d'esprit, si inférieur dans l'ordre des êtres pensants, jamais il m'est arrivé de m'entretenir avec un homme sans pénétrer sa pensée au travers de ce masque vivant jeté sur notre intelligence, afin d'en retenir la manifestation. Mais ce soir, dans l'ombre où nous sommes, dans la réserve où je vous vois, je ne pourrai rien lire sur vos traits, et quelque chose me dit que j'aurai de la peine à vous arracher une parole sincère. Je vous supplie donc, non pas par amour pour moi, car les sujets ne doivent peser rien dans la balance que tiennent les princes, mais pour l'amour de vous, de retenir chacune de mes syllabes, chacune de mes inflexions, qui, dans les graves circonstances où nous sommes engagés, auront chacune leur sens et leur valeur, aussi importantes que jamais ils sont prononçats dans le monde. « J'écoute, » répéta le jeune prince avec décision, sans rien ambitionner, sans rien craindre de ce que vous m'allez dire. «
et il s'enfonça plus profondément encore dans les coussins épais du carrosse, essayant de dérober à son compagnon non seulement la vue, mais la supposition même de sa personne. L'ombre était noire, et elle descendait, large et opaque, du sommet des arbres entrelacés. Ce carrosse fermé d'une vaste toiture n'eût pas reçu la moindre parcelle de lumière, lors même qu'un atome lumineux se fût glissé entre les colonnes de brume qui s'épanouissaient dans l'allée du bois. « Monseigneur, reprit Aramis, vous connaissez l'histoire du gouvernement qui dirige aujourd'hui la France. Le roi est sorti d'une enfance captive, comme l'a été la vôtre, obscure, comme l'a été la vôtre, étroite, comme l'a été la vôtre. Seulement, au lieu d'avoir, comme vous, l'esclavage de la prison, l'obscurité de la solitude, l'étroitesse de la vie cachée, il a dû souffrir toutes ces misères, toutes ces humiliations, toutes ces gênes, au grand jour, au soleil impitoyable de la royauté, place noyée de lumière où toute tache paraît une fange sordide, où toute gloire paraît une tache. Le roi a souffert, il a de la rancune, il se vengera. Ce sera un mauvais roi. Je ne dis pas qu'il versera le sang comme Louis XI ou Charles IX, car il n'a pas à venger d'injures mortelles, mais il dévorera l'argent et la subsistance de ses sujets, parce qu'il a subi des injures d'intérêt et d'argent. Je mets donc tout d'abord à l'abri ma conscience quand je considère en face les mérites et les défauts de ce prince, et, si je le condamne, ma conscience m'absout. » Aramis fit une pause. Ce n'était pas pour écouter si le silence du bois était toujours le même, c'était pour reprendre sa pensée du fond de son esprit, c'était pour laisser à cette pensée le temps de s'incruster profondément dans l'esprit de son interlocuteur. « Dieu fait bien tout ce qu'il fait, » continua l'évêque de Vannes, « et de cela je suis tellement persuadé que je me suis applaudi dès longtemps d'avoir été choisi par lui comme dépositaire du secret que je vous ai aidé à découvrir. Il fallait au Dieu de justice et de prévoyance un instrument aigu, persévérant, convaincu pour accomplir une grande œuvre. Cet instrument, c'est moi. J'ai l'acuité, j'ai la persévérance, j'ai la conviction. Je gouverne un peuple mystérieux qui a pris pour devise la devise de Dieu. Patience, quia, aeternus. Le prince fit un mouvement. « Je devine, monseigneur, dit Aramis, que vous levez la tête, et que ce peuple à qui je commande vous étonne. Vous ne saviez pas traiter avec un roi. Oh, monseigneur, roi d'un peuple bien humble, roi d'un peuple bien déshérité, humble parce qu'il n'a de force qu'en rampant, déshérité parce que jamais, presque jamais en ce monde, mon peuple ne récolte les moissons qu'il sème et ne mange le fruit qu'il cultive. Il travaille pour une abstraction, il agglomère toutes les molécules de sa puissance pour en former un homme, et à cet homme, avec le produit de ses gouttes de sueur, il compose un nuage dont le génie de cet homme doit à son tour faire une auréole, dorée aux rayons de toutes les couronnes de la chrétienté. Voilà l'homme que vous avez à vos côtés, monseigneur. C'est vous dire qu'il vous a tiré de l'abîme dans un grand dessein, et qu'il veut, dans ce dessein magnifique, vous élever au-dessus des puissances de la terre, au-dessus de lui-même. Le prince toucha légèrement le bras d'Aramis. « Vous me parlez, dit-il, de cet ordre religieux dont vous êtes le chef. Il résulte pour moi de vos paroles que, le jour où vous voudrez précipiter celui que vous aurez élevé, la chose se fera, et que vous tiendrez sous votre main votre créature de la veille. »« Détrompez-vous, monseigneur, » répliqua l'évêque. « Je ne prendrais pas la peine de jouer ce jeu terrible avec votre Altesse royale, si je n'avais un double intérêt à gagner la partie. Le jour où vous serez élevé à jamais, vous renverserez en montant le marchepied, vous l'enverrez rouler si loin que jamais sa vue ne vous rappellera même son droit à votre reconnaissance. Oh, monsieur, votre mouvement, monseigneur, vient d'un excellent naturel. Merci. Croyez bien que j'aspire à plus que de la reconnaissance.
Je suis assuré que, parvenu au fait, vous me jugerez plus digne encore d'être votre ami, et alors, à nous deux, monseigneur, nous ferons de si grandes choses qu'il en sera longtemps parlé dans les siècles. Dites-moi bien, monsieur, dites-le-moi sans voile, ce que je suis aujourd'hui et ce que vous prétendez que je sois demain. Vous êtes le fils du roi Louis XIII, vous êtes le frère du roi Louis XIV, vous êtes l'héritier naturel et légitime du trône de France. En vous gardant près de lui, comme on a gardé monsieur, votre frère cadet, le roi, se réservait le droit d'être souverain légitime. Les médecins seuls et Dieu pouvaient lui disputer la légitimité. Les médecins aiment toujours mieux le roi qui est que le roi qui n'est pas. Dieu se mettrait dans son tort en nuisant à un prince honnête homme. Mais Dieu a voulu qu'on vous persécutât, et cette persécution vous sacre aujourd'hui roi de France. Vous aviez donc le droit de régner, puisqu'on vous le conteste. Vous aviez donc le droit d'être déclaré, puisqu'on vous séquestre. Vous êtes donc de sang divin, puisqu'on n'a pas osé verser votre sang comme celui de vos serviteurs. Maintenant, voyez ce qu'il a fait pour vous, ce Dieu que vous avez tant de fois accusé d'avoir tout fait contre vous. Il vous a donné les traits, la taille, l'âge et la voix de votre frère, et toutes les causes de votre persécution vont devenir les causes de votre résurrection triomphale. Demain, après-demain, au premier moment, fantôme royal, ombre vivante de Louis XIV, vous vous assiérez sur son trône, d'où la volonté de Dieu, confiée à l'exécution d'un bras d'homme, l'aura précipité sans retour. « Je comprends, » dit le prince, « on ne versera pas le sang de mon frère. Vous serez seul arbitre de sa destinée. Ce secret dont on a abusé envers moi, vous en userez avec lui. Que faisait-il pour le cacher ? Il vous cachait. Vivante image de lui-même, vous trahiriez le complot de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Vous, mon prince, vous aurez le même intérêt à cacher celui qui vous ressemblera prisonnier, comme vous lui ressemblerez roi. Je reviens sur ce que je vous disais. Qui le gardera ? Qui vous gardait ? Vous connaissez ce secret, vous en avez fait usage pour moi. Qui le connaît encore ? La reine-mère et madame de Chevreuse. Que feront-elles ? Rien, si vous le voulez. Comment cela ? Comment vous reconnaîtront-elles si vous agissez de façon qu'on ne vous reconnaisse pas ? C'est vrai, il y a des difficultés plus graves. Dites, prince, mon frère est marié, je ne puis prendre la femme de mon frère. Je ferai qu'une répudiation soit consentie par l'Espagne. C'est l'intérêt de votre nouvelle politique. C'est la morale humaine. Tout ce qu'il y a de vraiment noble et de vraiment utile en ce monde y trouvera son compte. Le roi, séquestré, parlera. À qui voulez-vous qu'il parle ? Au mur ? Vous appelez murs les hommes en qui vous aurez confiance ? Au besoin, oui, Votre Altesse royale. D'ailleurs, je voulais dire que les desseins de Dieu ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Tout plan de cette portée est complété par les résultats, comme un calcul géométrique. Le roi séquestré ne sera pas pour vous l'embarras que vous avez été pour le roi régnant. Dieu a fait cette âme orgueilleuse et impatiente de nature. Il l'a, de plus, amollie, désarmée, par l'usage des honneurs et l'habitude du souverain pouvoir. Dieu, qui voulait que la fin du calcul géométrique dont j'avais l'honneur de vous parler fût votre avènement au trône et la destruction de ce qui vous est nuisible, a décidé que le vaincu finira bientôt ses souffrances avec les vôtres. Il a donc préparé cette âme et ce corps pour la brièveté de l'agonie. Mis en prison, simple particulier, séquestré avec vos doutes, privé de tout, avec l'habitude d'une vie solide, vous avez résisté. Mais votre frère, captif, oublié, restreint, ne supportera point son injure, et Dieu reprendra son âme au temps voulu, c'est-à-dire bientôt. À ce moment de la sombre analyse d'Aramis, un oiseau de nuit poussa du fond des futaies ce ululement plaintif et prolongé qui fait tressaillir toute créature. J'exilerai le roi déchu.
dit Philippe en frémissant. Ce serait plus humain. Le bon plaisir du roi décidera la question, répondit Aramis. Maintenant, ai-je bien posé le problème ? Ai-je bien amené la solution selon les désirs ou les prévisions de votre Altesse royale ? Oui, monsieur, oui. Vous n'avez rien oublié, si ce n'est cependant 2 choses. La première, parlons-en tout de suite avec la même franchise que nous venons de mettre à notre conversation. Parlons des motifs qui peuvent amener la dissolution des espérances que nous avons conçues. Parlons des dangers que nous courons. Il serait immense, infini, effrayant, insurmontable, si, comme je vous l'ai dit, tout ne concourait à les rendre absolument nuls. Il n'y a pas de danger pour vous ni pour moi, si la constance et l'intrépidité de votre Altesse royale égalent la perfection de cette ressemblance que la nature vous a donnée avec le roi. Je vous le répète, il n'y a pas de danger, il n'y a que des obstacles. Ce mot-là, que je trouve dans toutes les langues, je l'ai toujours mal compris. Si j'étais roi, je le ferais effacer comme absurde et inutile. Si fait, monsieur, il y a un obstacle très sérieux, un danger insurmontable que vous oubliez. Ah, fit Aramis, il y a la conscience qui crie, il y a le remords qui déchire. Oui, c'est vrai, dit l'évêque, il y a la faiblesse de cœur. Vous me le rappelez. Oh, vous avez raison, c'est un immense obstacle, c'est vrai. Le cheval qui a peur du fossé saute au milieu et se tue. L'homme qui croise le fer en tremblant laisse à la lame ennemie des jours par lesquels la mort passe. C'est vrai, c'est vrai. Avez-vous un frère ? Dit le jeune homme à Aramis. Je suis seul au monde, répliqua celui-ci d'une voix sèche et nerveuse comme la détente d'un pistolet. Mais vous aimez quelqu'un sur la terre ? Ajouta Philippe. Personne. Si fait. Je vous aime. Le jeune homme se plongea dans un silence si profond que le bruit de son propre souffle devint un tumulte pour Aramis. Monseigneur, reprit-il, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire à votre Altesse royale. Je n'ai pas offert à mon prince tout ce que je possède pour lui de salutaires conseils et d'utiles ressources. Il ne s'agit pas de faire briller un éclair aux yeux de ceux qui aiment l'ombre. Il ne s'agit pas de faire gronder les magnificences du canon aux oreilles de l'homme doux qui aime le repos et les chants. Monseigneur, j'ai votre bonheur tout près dans ma pensée. Je vais le laisser tomber de mes lèvres. Ramassez-le précieusement pour vous, qui avez tant aimé le ciel, les prés verdoyants et l'air pur. Je connais un pays de délices, un paradis ignoré, un coin du monde où, seul, libre, inconnu, dans les bois, dans les fleurs, dans les eaux vives, vous oublierez tout ce que la folie humaine, tentatrice de Dieu, vient de vous débiter de misère tout à l'heure. Oh, écoutez-moi, mon prince, je ne raille pas. J'ai une âme, voyez-vous. Je devine l'abîme de la vôtre. Je ne vous prendrai pas incomplet pour vous jeter dans le creuset de ma volonté, de mon caprice ou de mon ambition. Tout ou rien. Vous êtes froissé, malade, presque éteint par le surcroît de souffle qu'il vous a fallu donner depuis 1 heure de liberté. C'est un signe certain pour moi que vous ne voudrez pas continuer à respirer largement, longuement. Tenons-nous donc à une vie plus humble, plus appropriée à nos forces. Dieu m'est témoin, j'en atteste sa toute-puissance, que je veux faire sortir votre bonheur de cette épreuve où je vous ai engagé. Parlez, parlez, dit le prince avec une vivacité qui fit réfléchir Aramis. Je connais, reprit le prélat, dans le bas Poitou, un canton dont nul en France ne soupçonne l'existence. 20 lieues de pays. C'est immense, n'est-ce pas ? 20 lieues, monseigneur. Et toutes couvertes d'eau, d'herbage et de joncs, le tout mêlé d'îles chargées de bois. Ces grands marais, vêtus de roseaux comme d'une épaisse mante, dorment silencieux et profonds sous le sourire du soleil. Quelques familles de pêcheurs les mesurent paresseusement avec leurs grands radeaux de peupliers et d'aulnes, dont le plancher est fait d'un lit de roseaux, dont la toiture est tressée en joncs solides. Ces barques, ces maisons flottantes,
vont à l'aventure sous le souffle du vent. Quand elles touchent une rive, c'est par hasard, et si moelleusement que le pêcheur qui dort n'est pas réveillé par la secousse. S'il a voulu aborder, c'est qu'il a vu les longues bandes de râles ou de vanneaux, de canards ou de pluviers, de sarcelles ou de bécassines, dont il fait sa proie avec le piège ou avec le plomb du mousquet. Les aloses argentées, les anguilles monstrueuses, les brochets nerveux, les perches roses et grises tombent par masses dans ses filets. Il n'y a qu'à choisir les pièces les plus grasses et laisser échapper le reste. Jamais un homme des villes, jamais un soldat, jamais personne n'a pénétré dans ce pays. Le soleil y est doux, certains massifs de terre retiennent la vigne et nourrissent d'un suc généreux ces belles grappes noires et blanches. Une fois la semaine, une barque va chercher, au four commun, pain tiède et jaune, dont l'odeur attire et caresse de loin. Vous vivrez là comme un homme des temps anciens, seigneur puissant de vos chiens barbets, de vos lignes, de vos fusils et de votre belle maison de roseaux. Vous y vivrez dans l'opulence de la chasse, dans la plénitude de la sécurité. Vous passerez ainsi des années au bout desquelles, méconnaissables, transformés, vous aurez forcé Dieu à vous refaire une destinée. Il y a 1000 pistoles dans ce sac, monseigneur. C'est plus qu'il n'en faut pour acheter tout le marais dont je vous ai parlé. C'est plus qu'il n'en faut pour y vivre autant d'années que vous avez de jours à vivre. C'est plus qu'il n'en faut pour être le plus riche, le plus libre et le plus heureux de la contrée. Acceptez comme je vous offre, sincèrement, joyeusement. Tout de suite, du carrosse que voici, nous allons distraire 2 chevaux. Le muet, mon serviteur, vous conduira, marchant la nuit, dormant le jour, jusqu'au pays dont je vous parle, et au moins j'aurai la satisfaction de me dire que j'ai rendu à mon prince le service qu'il a choisi. J'aurai fait un homme heureux. Dieu m'en saura plus de gré que d'avoir fait un homme puissant. C'est bien autrement difficile. Eh bien, que répondez-vous, monseigneur ? Voici l'argent. Oh, n'hésitez pas. Au Poitou, vous ne risquez rien, sinon de gagner les fièvres. Encore les sorciers du pays pourront-ils vous guérir pour vos pistoles. À jouer l'autre partie, celle que vous savez, vous risquez d'être assassiné sur un trône ou étranglé dans une prison. Sur mon âme, je le dis, à présent que j'ai pesé les 2. Sur ma vie, j'hésiterai. Monsieur, répliqua le jeune prince, avant que je me résolve, laissez-moi descendre de ce carrosse, marcher sur la terre et consulter cette voix que Dieu fait parler dans la nature libre. 10 minutes, et je répondrai. Faites, monseigneur, dit Aramis en s'inclinant avec respect. Tant avait été solennelle et auguste la voix qui venait de s'exprimer ainsi.